Nous revoilà pour la deuxième partie de cette séance consacrée à la lecture linéaire de l'exposition d'Andromaque et nous commençons par l'identification des mouvements. Avant de me livrer à l'examen du premier mouvement et à repérer à l'intérieur quelques faits remarquables, un petit préalable. Il ne vous aura pas échappé, c'est ce qui sans doute a rendu la lecture un peu difficile, que la pièce est écrite en alexandrin par une plate. C'est une pièce en vers, comme cela se fait dans le grand théâtre, dans la grande littérature du XVIIe, puisque l'alexandrin est considéré depuis toujours, et c'est sans doute encore vrai aujourd'hui, comme le vers noble par excellence, celui qui est le plus difficile à manier. On retient une chose d'ores et déjà, c'est que si un auteur choisit d'écrire en vers, c'est qu'il ne vise pas à faire vrai. Il n'y a pas de volonté de réalisme dans cette pièce. C'est plutôt une volonté de s'inscrire dans le beau, dans l'idéal, dans la beauté littéraire, et surtout pas l'idée de donner l'impression d'une histoire vécue. Maintenant, nous pouvons attaquer l'examen du premier mouvement. Le premier mouvement, donc. Nous avons dit plus haut que c'était le mouvement dans lequel Racine, le dramaturge, va présenter les personnages. On peut remarquer qu'il y a deux personnages en scène, Pylade et Oreste, et leurs noms sont inscrits dans la réplique d'un des personnages. Il s'agit pour Racine de faire en sorte que le spectateur immédiatement sache qui lui fait face. Pour vous, sans doute que Pylade et Oreste sont des prénoms assez anodins. Pour le spectateur du XVIIe, Pylade et Oreste, ce sont des références culturelles communes, c'est-à-dire des références que tout spectateur de théâtre du XVIIe possède. Oreste, c'est le fils d'Agamemnon. Pylade, c'est son cousin, avec qui il est élevé. Donc d'emblée, le spectateur de théâtre, le spectateur de Racine, c'est que nous nous trouvons dans l'Antiquité, que nous nous trouvons face à la reprise d'un mythe qui existe, celui d'Andromaque, de la guerre de Troie, etc. Et d'emblée, le spectateur sait que nous nous trouvons après la guerre de Troie, puisque Pylade et Oreste ont été élevés ensemble et que s'ils se retrouvent dans cette première scène, c'est donc qu'ils ont été séparés. Or, ils ne sont séparés qu'au moment de la guerre de Troie.
Vous pouvez remarquer avec le terme adouci, le lexique de l'émotion douce et heureuse, on voit immédiatement apparaître le lien entre les deux hommes. Vous avez également au vers 1, que je n'ai pas nommé, le terme ami, qui évidemment dit quelque chose de la relation entre les deux hommes. Et puis, vous avez un mot qui est intéressant dans cette première réplique, c'est le mot fortune. La fortune, je vous l'avais dit, c'est une destinée. Une espèce de destin qui est écrit à l'avance pour chaque homme et à laquelle, cette destinée, évidemment, personne ne peut échapper. Ça doit vous rappeler quelque chose. Quand on a travaillé ensemble sur les différents registres littéraires, les différentes tonalités, ce sont deux mots pour dire la même chose, on avait identifié un registre dans lequel l'homme était face à un destin, à des forces qui le dépassaient. Le destin, c'est une force qui me dépasse. Qu'il se débattait, mais qu'il pouvait évidemment qu'il ne pouvait que se débattre en vain, puisque l'idée même de la destinée, c'est qu'elle est écrite et qu'on ne la changera pas. Donc d'emblée, Racine rappelle également à ses lecteurs ou à ses spectateurs que nous sommes face à une pièce dans laquelle va se développer un registre. Et là, je fais durer le suspense parce que normalement, vous devez l'avoir en mémoire, un registre tragique. Donc, pour ceux qui ont oublié, on remet quelque part dans son cahier que le registre tragique, c'est quand dans un texte, j'ai des personnages, je suis face à des personnages qui font face à des forces qui les dépassent et contre lesquelles ils ne peuvent pas lutter. Je m'arrête là pour le premier mouvement, on va vraiment à l'essentiel pour aujourd'hui. Le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement est très court, donc 2 remarques seulement. La première, c'est l'apparition du personnage de Pyrrhus. Pyrrhus, c'est là encore une référence évidente pour les spectateurs du XVIIe, puisque Pyrrhus, c'est un héros antique, un héros mythique, c'est le fils d'Achille et c'est un des combattants de la guerre de Troie. Il fait partie de ceux qui se cachent à l'intérieur du cheval de Troie. Il fait partie du camp des vainqueurs et il obtient, suppose Racine plus tard dans la pièce, il obtient en butin Andromaque, la veuve d'Hector, qui vient, donc qu'il ramène captive chez lui et qui amène avec elle Astyanax, son fils. Donc on n'est pas dans une pièce dont l'issue va être très surprenante puisque tout le monde connaît peu ou prou l'histoire. On est dans une pièce dont l'intérêt va résider ailleurs que dans ce qui va arriver. Deuxième remarque, c'est sur les 6 mois d'absence, les 6 mois où les deux amis se sont perdus de vue. Cette mention des 6 mois n'a pas grand intérêt si ce n'est qu'elle permet à Pylade d'expliquer ensuite, de prendre la parole et d'expliquer où il était, ce qui s'est passé pour lui. Alors, quand je dis qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, cette mention des 6 mois, elle est cruciale. Il faut comprendre que dans une pièce, l'exposition, c'est un artifice de présentation des faits. Je l'ai noté en rouge parce qu'il faut que vous reteniez ça. Il faut qu'en très peu de temps, le dramaturge arrive à donner à son spectateur toutes les informations dont il a besoin. Et pour ce faire, eh bien, il doit finalement faire une première scène, des premières scènes parfois, qui vont être très denses. Et il faut aussi que tout cela ait de l'air naturel, puisque les personnages qui se rencontrent sur scène doivent donner le sentiment de se parler et de ne pas être là pour renseigner le public. Donc, le fait de mentionner ces 6 mois dans la réplique d'Oreste et donc de permettre à Pylade d'expliquer ce qui s'est passé précédemment, ça permet à Racine de construire un dialogue assez naturel et en même temps de nous donner tout un tas d'informations. Je passe directement au troisième mouvement. Troisième mouvement, un peu long, quelques remarques. D'abord, la première remarque, c'est qu'on a un récit donc des 6 mois. La réponse donc d'Oreste est évidemment la réponse de Pylade vient après la réplique d'Oreste et fait écho aux 6 mois mentionnés précédemment. On a dans cette réplique la mention de Épire, je situe simplement, c'est entre la Grèce et l'Albanie, et on situe aussi dans le temps quand on fait mention d'Épire, puisque la mention des vaisseaux qui ont rencontré des soucis aux yeux de l'Épire, donc en arrivant à vue
de cette région-là, c'est évidemment une mention du retour des guerriers après la guerre de Troie. Ce que l'on remarque, qui est le plus remarquable dans ce mouvement, c'est que tout son intérêt réside dans l'expression de la douleur de Pylade. Vous avez ici, je vais un peu vite, une anaphore de combien? Combien dans cet exil? Combien vos malheurs? Qui va créer un effet d'insistance. Vous avez un lexique lié à la souffrance. Fatal, souffert, malheur, triste. Vous avez également une mise en relation du je et du vous. Vous avez une ponctuation forte avec des exclamations. Tout ça pour dire que la beauté du passage va résider dans cette expression des sentiments. Et cette expression des sentiments, c'est pour cela que l'on connaît ce dramaturge qui s'appelle Racine. La beauté de ces pièces ne vient pas des sujets choisis, qui sont effectivement des sujets très nobles, mais aussi très éloignés de nous. La beauté de ces pièces, elle vient de l'expression des sentiments. Et là, vous retrouvez deux autres registres, deux autres tonalités. Tout à l'heure, on a parlé du tragique. Vous retrouvez ici le lyrisme, avec un personnage qui va exprimer des sentiments et qui va les transformer de façon à ce que ceux-ci soient des sentiments d'exception. Et puis le pathétique, puisqu'on est dans la douleur, il s'agit de faire partager au spectateur cette douleur qu'a rencontrée Pylade en perdant son ami sur la mer. Et alors, vous avez évidemment aussi tous ces termes qui évoquent la peur. Hein. Je redoutais, je craignais, etc. Il y a peut-être un autre intérêt au passage. C'est aussi de dire des choses sur le personnage d'Oreste. Je vous invite à regarder de plus près le dernier vers. Les deux derniers vers. Je craignais que le ciel, par un cruel secours, ne vous offrît la mort que vous cherchiez toujours. Le dernier hémistiche, la dernière moitié de vers dans cette réplique, c'est la mort que vous cherchiez toujours. Donc on apprend ici quelque chose d'important sur Oreste. C'est un personnage qui va avoir une personnalité tourmentée, douloureuse. Il cherche la mort. Donc pour l'heure, on peut ne pas comprendre exactement dans quelles conditions il la cherche, mais en tout cas, on en retient que c'est un personnage qui d'emblée se présente comme un personnage trouble ou troublé. Je passe au mouvement suivant. Le quatrième mouvement. Première remarque, on retrouve un mot qui rentre en écho avec la fortune évoquée plus haut, c'est le destin. Et là encore, vous vous retrouvez dans le registre tragique. Hein. Un destin plus heureux vous conduit en Épire. Donc on reste dans cette idée que les choses sont écrites par avance et que finalement chacun n'est qu'un instrument du destin. Le pompeux appareil qui suit ici vos pas va nous intéresser particulièrement et on va en faire les remarques suivantes. D'abord, on continue à dire des choses d'Oreste, dont on redit, alors le spectateur le sait déjà, mais que c'est un personnage prestigieux. Il est en tête d'un pompeux appareil. Ça veut dire qu'il est représentant d'un État. Ça veut dire qu'il a un rôle prestigieux au sein de son État. C'est donc quelqu'un qui est amené à gouverner. Et puis, on fait la remarque suivante, c'est que s'il y a un pompeux appareil, c'est-à-dire de nombreuses personnes, je n'ai pas expliqué le mot appareil, mais c'est évidemment une suite, donc, et une suite éclatante, ça veut dire que Oreste a une mission politique à ce moment-là. N'est point d'un malheureux qui cherche le trépas, le destin plus heureux vous conduit en Épire. Oreste est ici en mission, il a une mission politique à accomplir. Cette mission politique, elle est connue des spectateurs du XVIIe. Et on peut remarquer déjà que la pièce, on sait déjà qu'il va être question d'une pièce politique, d'une pièce qui va parler de politique. Je passe directement au cinquième mouvement. Première remarque, c'est celle du retour du pathétique et du lyrisme mêlés. Alors vous avez un petit peu au hasard l'interjection hélas, une ponctuation aussi forte avec des exclamations, une exclamation pardon et des questions rhétoriques. Vous avez l'évocation de l'amour. Et là vous pouvez noter qu'on avait une intrigue politique précédemment que soulignait Pylade. Et ici, Oreste répond par une évocation de l'amour. Donc on a une intrigue amoureuse qui s'ajoute à l'intrigue politique.
On a la mention de l'inhumaine, il vient chercher une inhumaine, donc on comprend bien que c'est celle qu'il aime et que l'amour est malheureux. Et une remarque s'impose, c'est que Oreste, dont on a vu qu'il était amené à gouverner, qu'il était en mission politique, qu'il représentait un pays, il fait ici passer ses intrigues amoureuses, ses sentiments avant les intérêts de l'État, avant les intérêts politiques. C'est donc évidemment un manquement de sa part. Il est en tort. Quand Pilade le considère comme un chef d'État, lui se considère comme un homme amoureux. Donc il manque à son devoir d'homme d'État. Et le dernier vers enfin, et si je viens chercher ou la vie ou la mort. Vous remarquez qu'ici encore le dernier hémistiche est le moment fort de la réplique, avec une antithèse entre la vie et la mort. On est face à un personnage qui est dans l'excès. Oreste est amoureux, il vient chercher celle qu'il aime, il ne sait pas s'il vient chercher la vie ou la mort, cela sous-entend que elle le suit, c'est la vie, elle ne le suit pas, c'est la mort. Donc on a un personnage qui est excessif dans ce qu'il fait. J'arrête là l'observation des faits remarquables de la scène. Il s'agit maintenant de trouver une problématique à cette analyse, à cette explication de texte. On va reprendre tout d'abord les principales découvertes de l'analyse pour se les remettre en mémoire. Tout d'abord, on a une scène qui présente du pathétique, du tragique et du lyrique, donc une scène très chargée en émotions, à la fois pour les personnages et pour les spectateurs. On a une scène qui lance une intrigue à la fois liée aux politiques et à l'amour. Et enfin, on a une scène qui construit un personnage, Oreste, qui va être un personnage dont on apprend deux choses. Tout d'abord que c'est une personnalité tourmentée et douloureuse, trouble. Et puis surtout, c'est un personnage qui manque à ses devoirs politiques. Maintenant qu'on s'est remémoré ça, on cherche une problématique. Je vous invite à arrêter la vidéo, à la reprendre plus tard. Moi, je vais continuer. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment mettre votre problématique dans les commentaires. Je la vérifie, je la corrige dès que faire se peut. Et maintenant, la problématique que je vous propose. Comment l'exposition d'Andromaque annonce-t-elle d'emblée une double intrigue amoureuse et politique dont Oreste sera le funeste héros? Donc vous voyez qu'en fait, je ne fais que reprendre les principales découvertes de mon analyse. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite simplement pour demain à réfléchir à la façon dont vous définiriez une scène et un acte dans une pièce. Je dis pour demain, mais non, en fait pas du tout, pour jeudi. Donc pour jeudi, et je vous donne donc rendez-vous jeudi à 9 h devant le blog.